Bonjour à toutes et à tous. Merci à Sophie pour cette invitation. Donc effectivement, le travail que je présente aujourd'hui, donc le titre a changé par rapport à ce que tu as dit Sophie dans le programme. Donc il est issu d'une thèse de géographie que j'ai réalisée au sein de l'unité INRAE Aster de Mirecourt dans les Vosges et que j'ai soutenue le 22 novembre dernier. Donc, je lui propose une présentation qui reprend certains résultats de ma thèse que j'ai présentés lors de ma soutenance, en lien avec le grand objectif scientifique numéro 3, et une présentation que j'ai intitulée Réinvestir les filières en géographie, une proposition pour l'analyse des dynamiques agricoles et agro-industrielles dans les territoires. Mon travail, il s'inscrit en particulier dans deux hypothèses formulées dans le GOS 3. La première, c'est celle d'une réinscription des systèmes agroalimentaires dans les territoires et les limites planétaires, ce qui s'incarne dans la thèse par une caractérisation de l'évolution des systèmes de production, en particulier de polyculture élevage, qui sont considérés comme des systèmes agricoles plus durables. Mais aussi, mon travail s'inscrit dans l'hypothèse du développement de formes d'agriculture et de chaînes agroalimentaires qui articulent stratégie locale et sectorielle. Et c'est ce que j'interroge dans ma thèse par une analyse des stratégies spatiales d'approvisionnement des intermédiaires de la collecte et de la transformation du lait. Donc, je vous propose donc d'aborder ces deux aspects au long de ma présentation pour, et je cite ici l'objectif scientifique 3.1, déployer les recherches qui modélisent la signature spatiale des agricultures. Donc pour cela, je vais diviser ma présentation en 6 parties qui me permettront de situer mon propos dans les travaux de géographie rurale et agricole, mais aussi d'agronomie des territoires, d'exposer mon dispositif méthodologique qui combine des approches quantitatives et qualitatives, et de présenter quelques résultats de ma thèse propres au système de production et aux intermédiaires de la collecte et de la transformation du lait. Donc j'essaierai aussi, dans le fil de ma présentation, de resituer mon propos relativement aux travaux sur les métabolismes agri-alimentaires qui constituent une entrée dans le GOS 3, en m'appuyant notamment sur la revue de littérature publiée en 2023 par Sophie, ici présente, et Barbara Reding-Schoeffer. La construction de mon travail de recherche, il s'appuie sur plusieurs constats issus de la littérature autour des systèmes agricoles et alimentaires, et en particulier en géographie rurale et agricole, agronomie des territoires, mais aussi avec des apports d'autres disciplines telles que la zootechnie ou l'économie. Le premier constat, il souligne un développement marqué des travaux à grande échelle, notamment celle des territoires de projet, au détriment d'approches plus englobantes spatialement. Ces approches, elles se concentrent aussi sur quelques catégories d'espaces, pardon, des espaces urbains, périurbains ou des régions spécifiques, et peuvent avoir tendance à délaisser des espaces plus ordinaires ou moins attractifs. Je m'interroge sur les moyens et apports d'un travail à l'échelle régionale pour l'analyse des dynamiques agricoles et agro-industrielles d'espaces moins étudiés dans la littérature. Et du coup, c'est en partie les travaux des années 1990 de géographie rurale et d'agronomie des territoires, notamment développés à Mirecourt, que j'ai mobilisé pour mon approche. Le deuxième constat, il concerne l'évolution des entrées thématiques des travaux qui ont eu tendance à analyser davantage les systèmes alternatifs, en particulier les filières courtes et localisées. Donc ce foisonnement, il a conduit à un moindre intérêt pour les systèmes agro-industriels tertiarisés tels que définis par Rastoin en 2015, qui sont pourtant encore largement majoritaires et déterminants en termes de flux et d'occupation de l'espace agricole. Ce constat, il traduit plus largement un éloignement d'une entrée spatiale des productions agricoles et des filières en géographie rurale. Je m'interroge donc sur les évolutions de l'agriculture majoritaire et sur les inflexions stratégiques des acteurs aval des filières, en particulier des intermédiaires de la collecte et de la transformation, et leurs effets sur l'évolution des systèmes agroalimentaires. Ce travail conjoint sur deux maillons des filières, il a trouvé son ancrage théorique dans l'idée de coévolution, qui a à la fois sous-tendu la construction de l'objet de recherche, mais en structure aussi les horizons. Je pourrais y revenir en conclusion et dans la discussion. Plus largement, c'est notamment la littérature autour de l'analyse des bassins laitiers et ses prolongements via les travaux sur la coexistence des modèles agricoles et alimentaires qui m'ont permis de m'interroger sur les systèmes dominants et qui ont aussi inspiré certaines démarches méthodologiques de ma thèse. Le troisième constat, c'est celui d'une rediversification des systèmes agricoles et des territoires qui est considéré comme un facteur de durabilité environnementale et économique.
Et parmi les modalités de cette diversification, la polyculture élevage est considérée pour ses vertus agronomiques mais aussi écologiques. Je m'interroge donc sur l'évolution et la répartition spatiale des systèmes de polyculture élevage dans un contexte général et considéré comme inéluctable de spécialisation des exploitations et des territoires. Pour cela, j'ai mobilisé la littérature en agronomie et zootechnie, donc système et territoire, afin de saisir les enjeux liés au redéploiement de la polyculture élevage. Comme pour la littérature autour de la coexistence, ces travaux sont élaborés notamment par des collectifs principalement constitués au sein d'INRAE, avec lesquels, en raison de mon parcours plutôt en géographie rurale, j'étais moins familière et qui ont donc contribué à l'ouverture de certaines de mes approches que je vais présenter aujourd'hui. Donc ces constats et questionnements énoncés brièvement, ils sont à l'origine de plusieurs choix que j'ai opérés dans la construction de mon objet de recherche. Le premier choix, c'est celui donc d'une échelle régionale qui s'incarne par le périmètre Lorraine-Haute-Marne qui est intégré à la zone intermédiaire, donc un périmètre dessiné dans le cadre de la PAC. Ensuite, j'ai choisi de caractériser l'agriculture régionale par la réalisation d'une typologie d'exploitation agricole à partir des 3 derniers recensements. La finalité est d'analyser dans la durée l'évolution des systèmes agroalimentaires et ce travail permet aussi de répondre à des besoins formulés par des acteurs du développement agricole régional comme l'Agence de l'eau ou Bio en Grand Est. Donc initialement, le sujet de thèse que j'ai réalisé durant les 4 dernières années, il était davantage pensé au niveau des exploitations avec comme objectif l'analyse des relations entre types de systèmes de production, circuits de commercialisation et contextes territoriaux. Mais afin d'être en accord avec un positionnement à l'échelle régionale, j'ai plutôt proposé d'explorer la dimension filière et en particulier de m'intéresser aux intermédiaires de la collecte et de la transformation envisagés dans mon travail comme facteurs d'évolution des systèmes de production. Et je rejoins ici le constat énoncé par Sophie Madelrieux lors du webinaire de mai dernier d'un angle mort des recherches sur l'influence des intermédiaires des filières sur le métabolisme des systèmes agroalimentaires et ses évolutions. Donc ces intermédiaires, ils mobilisent des périmètres régionaux, nationaux, voire internationaux, en adoptant des stratégies multiscalaires. Et donc s'y intéresser, c'est faire l'hypothèse que l'on pourra analyser des dynamiques agricoles au-delà du niveau des exploitations agricoles. Le choix que j'ai fait de l'approche qualitative pour étudier ces intermédiaires, j'y reviendrai un peu plus longuement après, a été motivé par les difficultés d'accès à une information quantitative fiable et de qualité. Je vois qu'il y a Myriam Griot qui est connectée, je sais qu'elle a fait des expériences là-dessus, mais aussi par un accès au terrain finalement plus simple que je l'envisageais. On pourra y revenir dans la discussion. Et donc, en miroir du foisonnement des travaux sur les filières courtes que j'ai mentionnées précédemment, j'ai plutôt choisi les stratégies des plus gros intermédiaires, a priori fortement ancrées dans un modèle agro-industriel, dont la puissance n'a toujours pas été remise en cause malgré le développement de modèles alternatifs. Donc, j'ai posé l'hypothèse d'une capacité des intermédiaires à intégrer à leur développement stratégique l'évolution des demandes sociales. Et donc ma thèse est inscrite en géographie et cette inscription, elle s'exprime aussi par une spatialisation de la typologie d'exploitation agricole à l'échelon cantonal et une attention particulière portée à la dimension spatiale des stratégies des intermédiaires de la collecte et de la transformation du lait. Donc, par ce périmètre régional, j'ai pu étudier conjointement 2 maillons des filières agri-alimentaires. Et il y a là, à mon sens, un vrai enjeu méthodologique et thématique si on souhaite contribuer à la caractérisation du fonctionnement des filières dans une perspective d'information des politiques publiques et de développement agricole. Et donc là, je rejoins certains objectifs formulés dans l'objectif 3.2 du GOS qui, en mobilisant les approches métaboliques, cherche à penser l'ensemble des réorganisations à opérer dans les systèmes agroalimentaires. Donc par ailleurs, le périmètre que j'ai choisi, je vous l'ai dit précédemment, il est inscrit dans la zone intermédiaire et cette zone intermédiaire, elle a un certain nombre de spécificités que je vais aborder maintenant avec la présentation de la zone intermédiaire et sa déclinaison en Lorraine-Haute-Marne. Donc, depuis 2015, le périmètre de la zone intermédiaire, il est reconnu et délimité dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques, MAEC, grande culture et polyculture élevage.
Donc en réalité, ce terme de zone intermédiaire, il préexiste à cette date puisque ses premières utilisations, que l'on attribue plutôt au monde professionnel agricole selon les travaux de Geneviève Pierre et de Laure-Hélène Yann, font suite à la politique agricole commune de 1992 qui a particulièrement affecté un ensemble d'exploitations localisées dans une bande en écharpe allant de la Lorraine aux Charentes et qui est donc un espace d'extension des grandes cultures vers les périphéries du bassin parisien. Donc ce périmètre, il est décrit par un ensemble de critères, des critères pédologiques contraignants, des rendements inférieurs à d'autres zones agricoles, des exploitations de taille relativement plus importante, avec des revenus à l'hectare moins favorables et des assolements plus courts et simplifiés. Donc on retrouve ici des traits communs à d'autres types de classements en zones défavorisées, telles que les zones soumises à contraintes spécifiques et naturelles qui sont représentées sur la carte ici. Mais la zone intermédiaire, en fait, elle a plutôt pour objectif, au travers des mesures agro-environnementales, de favoriser des changements de pratiques agricoles pour correspondre davantage aux caractéristiques que je viens d'énoncer. Et ces mesures, elles insistent notamment sur la diversification des assolements et sur le maintien de la polyculture élevage. Donc, au-delà de ces critères agricoles, les zones intermédiaires, elles sont caractérisées par une présence faible de signes de qualité ou de filières rémunératrices, mais ce zonage, il est aussi envisagé par des caractéristiques sociodémographiques. Donc, dans le prolongement des travaux coordonnés par Mohamed Hilal en 2011 pardon, pour proposer une typologie des campagnes françaises, Magali Talandier publie une nouvelle typologie sur la diversité des ruralités françaises que je propose de mobiliser aujourd'hui pour illustrer les critères sociodémographiques de la zone intermédiaire. Donc en fait, ce large espace rural, il est dominé par ce que Magali Talandier considère comme des ruralités productives agricoles et ouvrières, et qui sont, comme la zone intermédiaire, marquées par les critères suivants. Des densités de population assez faibles, un recul des services publics, des territoires peu attractifs et des pertes d'emplois et pertes de main-d'œuvre qualifiée. Et donc c'est bien la conjonction avec les indicateurs agricoles qui donne une dimension supplémentaire à l'analyse de la zone intermédiaire. Donc ces indicateurs agricoles comme sociodémographiques, ils sont finalement restés assez identiques dans les différents travaux qui ont été conduits au fil du temps autour de la zone intermédiaire. Les différences, elles tiennent principalement aux évolutions agricoles, aux évolutions de la PAC et aux événements climatiques extrêmes plus nombreux et plus réguliers. Et c'est en fait dans ces différences que se loge le renouvellement de l'intérêt pour l'analyse des zones intermédiaires. Donc, malgré l'épaisseur historique des travaux sur la zone intermédiaire, ils restent assez peu nombreux, mais connaissent un redéveloppement ces dernières années, en particulier dans le périmètre de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il peut s'agir d'études prospectives commandées par les DRAF et chambres d'agriculture qui cherchent à répondre à l'amplification des difficultés rencontrées par les structures agricoles, mais aussi de travaux qui interrogent les potentialités ou modalités de transformation des agricultures. Et là, on peut citer la thèse de Laure-Hélène Yann soutenue en 2022 ou les travaux de Sandrine Petit et Lucie Dupré, des collègues de Dijon. Donc finalement, en s'intéressant à cette zone intermédiaire, on cherche à analyser une plus grande diversité d'espaces et à analyser des espaces qui se confrontent à des difficultés qui toucheront sans doute le reste des espaces agricoles dans quelques années. Donc, malgré une apparente homogénéité de la zone intermédiaire, elle reste caractérisée par une diversité de situations et de dynamiques. Et donc, dans mon travail, je m'intéresse plus spécifiquement à la partie la plus orientale de la zone intermédiaire, la Lorraine-Haute-Marne. Donc, dans cet ensemble que constitue la zone intermédiaire, la Lorraine-Haute-Marne, elle se distingue par un maintien de la polyculture élevage. Et donc, le choix de ce périmètre, il est porté par la volonté de s'intéresser à cette spécificité dans un contexte de rediversification des systèmes agricoles, dans un territoire qui est par ailleurs relativement peu étudié sur les questions agricoles et alimentaires, et on voit ici un marqueur même de son caractère intermédiaire, mais aussi de proposer un état des lieux agricole d'un territoire que l'on peut analyser au niveau régional par ses dynamiques de spécialisation versus de diversification, et dans lequel la diversification est avancée comme une des solutions face aux impasses rencontrées par les exploitations agricoles. Donc, je propose sur la diapo quelques données de cadrage assez générales sur l'agriculture en Lorraine-Haute-Marne qui permettent de souligner cette persistance de la polyculture et de l'élevage, en particulier bovin.
Donc, ce système de polyculture élevage, il est historiquement présent dans la région et décrit dès 1938 dans l'ouvrage collectif Géographie Lorraine comme un système d'exploitation des terres de labour qui révèle le souci d'associer étroitement la culture et l'élevage. En 1983, c'est l'actualisation de Géographie de la Lorraine qui souligne le développement des plantes nettoyantes et enrichissantes telles que le colza. Et on trouve aussi dans cet ouvrage une polyculture décrite comme le fait majeur, mais qui s'est simplifiée parce qu'elle a été dominée par la révolution fourragère de l'après-guerre. Donc on retrouve ici tout l'intérêt de l'analyse de la Lorraine-Haute-Marne en tant que composante de la zone intermédiaire pour comprendre comment évoluent les systèmes de polyculture élevage et leur répartition spatiale face à une spécialisation et à une céréalisation des exploitations. Par ailleurs, la Lorraine-Haute-Marne, c'est un des terrains d'analyse de la polyculture élevage dans les travaux les plus récents, notamment dans le cadre du RMT SPICY. Toutefois, dans ces travaux, il manque une approche géographique par les grands territoires qui permettent de continuer à analyser et à valoriser ces systèmes. Donc après cette rapide contextualisation géographique, je vais maintenant vous présenter les grandes lignes de mon dispositif de recherche et puis je reviendrai plus spécifiquement sur certaines méthodes dans chacune de mes deux parties consacrées aux résultats. Donc comme j'ai pu l'aborder au début de cette présentation dans la construction de l'objet de recherche, l'approche par les grands territoires et le travail conjoint sur deux maillons constituent des invariants de l'élaboration du dispositif méthodologique. Ces entrées, elles ont nécessité une approche quantitative pour la réalisation d'une typologie d'exploitation agricole à partir des trois derniers recensements, donc 2000, 2010 et 2020. Et donc, il s'agit là de caractériser des trajectoires de systèmes de production agricole et d'en appréhender les dynamiques spatiales. Et j'ai combiné avec cette approche quantitative une méthode qualitative à partir d'entretiens semi-directifs et de diverses sources d'informations pour caractériser les dynamiques et stratégies spatiales des intermédiaires de la collecte et de la transformation du lait et décrire leurs interdépendances. Donc, sur ce dernier point, j'ai exploré des entretiens menés dans la filière laitière que je mobilise plus spécifiquement dans ma thèse, mais j'ai aussi réalisé des enquêtes auprès des coopératives et industries privées de la filière céréales, oléagineux et protéagineux, que je n'ai pas directement exploité dans ma thèse, mais dont l'analyse constitue une des prochaines étapes de mon travail. Et donc, je me permettrai d'en évoquer quelques éléments pour illustrer des résultats. Et toujours selon une approche qualitative, j'ai réalisé des enquêtes en exploitation agricole dans l'aire de collecte d'une coopérative laitière mosellane. Pour plusieurs raisons, je ne les ai pas non plus directement mobilisées dans ma thèse, mais je me permettrai aussi d'apporter quelques illustrations dans l'exposé de mes résultats. Donc, je vous propose de commencer ces résultats par les dynamiques propres au système de production, que je vais d'abord aborder par une déclinaison de la méthodologie euh, pour cette méthode quantitative. Donc, l'objectif de ce travail statistique, il était notamment d'infirmer ou de confirmer certaines tendances agricoles bien connues comme la spécialisation ou la concentration, d'actualiser ces tendances par un traitement du dernier recensement agricole et de spécifier ces analyses dans le périmètre de la zone intermédiaire de polyculture élevage en m'intéressant plus précisément aux dynamiques spatiales des différents systèmes que j'ai pu identifier. Et donc, la méthodologie, elle est élaborée à partir de trois contraintes, l'approche longitudinale, le périmètre régional et l'intégration de l'ensemble des exploitations du périmètre sans distinction, donc sans distinction d'atelier de production, de taille ou autre. Donc, j'ai finalement sélectionné 13 variables du recensement agricole, en particulier sur les ateliers de production. L'approche longitudinale adoptée et les différentes tentatives de méthode ont finalement conduit à créer une base d'individus commune aux trois recensements agricoles de 45 938 exploitations que j'ai analysées par des méthodes statistiques multivariées. Ensuite, j'ai choisi de spatialiser les dynamiques des 18 types d'exploitation obtenus au niveau cantonal selon le découpage de 2010 en raison de la stabilité de ce découpage. Donc le premier résultat que je présente aujourd'hui, en accord avec l'avenir des zones intermédiaires, est celui d'une diversification végétale aux différents niveaux d'analyse. Donc d'abord, au niveau régional, on note une diminution de la part du triptyque colza, blé, orge dans les surfaces en terre labourable, quand dans le même temps, la part des cultures diversifiées, notamment tournesol, passe de 1% à 6% de la surface régionale en terre labourable.
De même, les surfaces en légumes se diffusent spatialement. La carte souligne donc, celle que vous voyez sur la diapo, pardon, une géographie urbaine le long du sillon mosellan, mais aussi une diffusion régionale qui est due à des installations plus récentes sur de petites surfaces. Ensuite, 8 types sur les 18 connaissent une diversification végétale, dont 4 sont des types d'exploitation en polyculture élevage. Enfin, au niveau des exploitations, on a une première période de spécialisation des productions végétales et une seconde période plutôt marquée par une diversification des cultures, avec des taux de diversification, de diversité des cultures qui dépassent les seuils de 2000 en 2020. Et on passe aussi de quasi aucune exploitation avec des cultures de diversification en 2000 à un quart en 2020. Et cette diversification végétale, elle passe aussi par les stratégies des intermédiaires. Donc, à titre d'exemple, l'entreprise Soufflé Agriculture, qui est localisée au port de Metz en Moselle, a par exemple soutenu le développement de la culture des lentilles en Lorraine par une contractualisation pour sa branche légumes secs Vivien Paille, dont l'usine est localisée à Valenciennes dans le nord de la France. On a aussi la coopérative Lorca qui encourage la diversification en développant des surfaces de légumes de plein champ à destination de ces magasins de vente directe, mais aussi de restauration hors domicile pour, et je cite ici mon interlocuteur, structurer les choses différemment pour que nos adhérents puissent essayer de sortir du triptyque lait, céréales, viande. Donc, cette considération sur le triptyque lait, céréales, viande nous rappelle bien les enjeux encore d'actualité de maintien de la polyculture élevage lorraine que j'ai pu évoquer précédemment et aussi introduit le deuxième élément des résultats sur les systèmes de production agricole. Donc, parmi les résultats propres à la polyculture élevage, le travail typologique que j'ai mené souligne une concentration des exploitations que l'on peut illustrer avec la mise en regard de deux types laitiers. Donc, celui que vous voyez sur la diapo actuellement, avec la part d'exploitation dans ce type qui est donc un type en polyculture élevage bovin-lait, qui est divisé par deux. Et ce type qui était emblématique de la région, comme on peut le voir sur la carte de 2000, connaît une rétractation spatiale, notamment vers les vallées qui sont symbolisées par les ellipses noires sur la carte. Et dans le même temps, on a la part des exploitations d'un type identique, mais avec des grandes à très grandes structures agricoles, qui augmente de 2% entre 2000 et 2020. Donc les exploitations en polyculture élevage bovin-lait, elles se concentrent et elles sont moins présentes dans le périmètre régional, comme on peut l'observer par un éclaircissement de la couleur rouge sur la carte de 2020. Et cette rétractation spatiale, c'est un des indices d'une polyculture élevage considérée comme un système transitoire avant une spécialisation végétale et qui peut d'ailleurs passer dans un premier temps par l'abandon du lait au profit de l'élevage allaitant. Et on observe ces rétractations dans des zones traditionnellement marquées par l'extension des grandes cultures comme en Meuse, dans le nord-ouest du périmètre, mais aussi dans des territoires jusqu'ici moins sujets à ces spécialisations végétales comme dans la plaine vosgienne, dans le sud du périmètre. Donc, pour prolonger cette idée, les enquêtes que j'ai réalisées dans l'aire de collecte mosellane du Nicolet montrent la montée en puissance de gros GAEC qui multiplient et intensifient les ateliers végétaux et animaux au sein de leurs exploitations. Donc, on peut ici citer un GAEC situé au nord de Sarrebourg en Moselle, qui entre 2000 et 2020 a multiplié sa SAU par 2,5, son nombre de vaches laitières et sa productivité par vache par plus de 3, et un atelier allaitant a été intégré puis agrandi. On peut aussi citer un GAEC à la frontière Moselle-Meurthe-et-Moselle qui a développé de nouveaux ateliers à chaque arrivée d'associés, jusqu'à intégrer plus récemment un atelier de chèvres laitières lors de l'arrivée du dernier associé. Et donc, ce type d'exploitation, que l'on peut assimiler à un type polyculture, polyélevage en grande structure dans ma typologie, pourrait constituer un des futurs du maintien de la polyculture élevage en Lorraine, mais ne présage pas du tout de la complémentarité entre les ateliers. Donc, les résultats de mon travail, ils montrent aussi le potentiel changement d'échelle de la polyculture élevage, avec des complémentarités entre ateliers qui pourraient se faire non plus au niveau des exploitations, mais au niveau territorial. Donc on peut ici prendre l'exemple d'un autre agriculteur mosellan qui a arrêté le lait, puis cédé son exploitation à deux exploitants, un qui va développer les céréales et l'autre qui a grandi son atelier de vaches allaitantes. Encore une fois, avec cet exemple, on ne peut préjuger de la coopération entre ces deux structures via l'analyse que j'ai menée dans ma thèse,
mais cela constitue une opportunité pour le développement agricole et une perspective pour améliorer la typologie que j'ai proposée dans mon travail. Donc pour terminer sur la polyculture élevage, la discontinuité dans les dynamiques des types en polyculture élevage, qui est visible sur le graphique sur la diapo, souligne son caractère transitoire. Donc ces différents aspects, ils rejoignent certaines conclusions de la littérature, mais ils seraient à conforter par des enquêtes de terrain avec des questions justement sur la recherche de complémentarité entre les ateliers aux différentes échelles, mais aussi sur les trajectoires et intentions des chefs d'exploitation en polyculture élevage. Donc, malgré la diversification végétale que j'ai évoquée, les différents niveaux d'analyse, ils montrent une poursuite de la concentration des exploitations et une intensification fourragère, en particulier dans les exploitations en polyculture élevage. Donc, ce système, il semble par ailleurs se transformer. On a des grandes structures collectives qui mettent en place des systèmes de polyculture élevage, comme ceux que j'ai pu citer précédemment. Ces travaux, ils rejoignent globalement les travaux sur les trajectoires d'évolution du métabolisme, en particulier sur le rôle de l'élevage dans ces évolutions. Et donc la double dynamique de la polyculture élevage, d'une part sa résistance par concentration au niveau des exploitations et des territoires, et d'autre part son caractère transitoire, sont à intégrer au scénario prospectif. Et donc, je vais passer à l'autre partie de mes résultats, pardon. Donc, dans la thèse, je propose un autre niveau d'analyse qui est celui du bassin laitier que je vais aborder maintenant en vous présentant quelques résultats propres aux stratégies spatiales des intermédiaires de la filière laitière. Donc, pour ce travail, j'ai croisé une diversité de sources pour repérer les intermédiaires, leurs activités, leur localisation, en commençant par la carte synthétique de la DRAF que vous voyez sur la diapo et qui représente les établissements laitiers selon le type de fabrication et l'effectif salarié. Donc cette carte, elle a le mérite d'offrir un inventaire assez exhaustif des établissements que je visais, mais en la confrontant aux premiers entretiens avec l'interprofession laitière, je me suis rendu compte qu'elle comportait un certain nombre d'erreurs. Et j'ai donc poursuivi ma collecte d'informations par d'autres biais. D'abord par des entretiens avec des personnes ressources, comme je viens de le mentionner, mais aussi en cherchant d'autres bases de données peut-être plus exhaustives, et avec davantage d'informations sur les différentes industries. Donc on peut citer ici les agréments sanitaires et le répertoire Sirène. Donc ce répertoire Sirène, il présente des limites qui ont déjà été identifiées dans plusieurs travaux, notamment ceux de Simon Vontron dans sa thèse en 2021, mais il a le mérite de fournir une base pour des informations ponctuelles et localisées. Ensuite, pour obtenir des informations sur l'évolution du paysage industriel laitier, j'ai mobilisé des publications historiques comme une carte des industries laitières qui a été proposée en 1973 par la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi les publications des tyrosais myophiles meusiens, donc les collectionneurs d'étiquettes de camembert, qui publient sur les réseaux sociaux. La presse agricole et régionale a aussi fourni des éléments plus récents sur les volumes, les produits et les démarches de différenciation. Mais le principal matériau pour l'analyse des stratégies spatiales de collecte reste les entretiens que j'ai réalisés à partir d'une grille en 5 thèmes tels que les dynamiques de filière ou les stratégies de collecte. J'ai réalisé ces entretiens auprès de 15 personnes représentant des principaux opérateurs de la région. Donc, bien que les établissements ciblés soient en réalité plus nombreux, il s'agit d'établissements appartenant aux mêmes groupes industriels. Donc, sur la carte, on voit par exemple en vert clair dans les Vosges et en Haute-Marne, deux établissements Savencia pour lesquels je n'ai réalisé qu'un seul entretien dans le périmètre, puisque ces gros opérateurs n'ont qu'une personne responsable de la collecte par bassin laitier. Donc, à partir de ces entretiens et de l'ensemble des autres sources que j'ai mentionnées, j'ai réalisé des analyses de données factuelles, donc volume, périmètre de collecte, produit, mais aussi des conclusions que je présente dans mon manuscrit de thèse, qui sont le résultat d'un croisement de toutes ces informations. Et on peut citer ici le travail que j'ai mené sur la concentration, que j'analyse de deux façons dans mon manuscrit de thèse. Donc la première façon consiste à s'intéresser à la diminution du nombre d'établissements et à leur appartenance à des groupes agro-industriels. Et c'est ce que j'ai cherché à représenter sur la carte projetée, sur laquelle on voit les établissements encore ouverts en 2020, qui sont symbolisés par des points verts, tandis que les croix symbolisent des établissements fermés à différentes périodes.
Donc, on note ainsi que les principales restructurations industrielles, elles ont eu lieu avant 2000 et notamment à partir des années 70. Ce sont les établissements symbolisés par des croix rouges sur la carte. Donc, le caractère intermédiaire de la zone, il s'exprime ici par une moindre densité d'établissements que dans d'autres bassins laitiers, mais dans lesquels persistent tout de même les plus gros industriels. Donc, on peut citer Lactalis, Savencia ou Sodial. Et le maintien du bassin laitier Lorraine-Haute-Marne, il tient aussi à ses caractéristiques intrinsèques, donc à savoir la proximité avec l'Allemagne, qui offre des opportunités commerciales, mais aussi les fabrications de fromages et de produits frais qui offrent une plus forte valeur ajoutée. La deuxième manière d'analyser les dynamiques de concentration, c'est de s'intéresser à l'évolution des aires de collecte. Donc ainsi, la moindre densité laitière de la zone intermédiaire et les dynamiques de concentration conduisent à des formes de discrimination spatiale par l'abandon d'aires de collecte en Lorraine-Haute-Marne. Donc par exemple, Lactalis a abandonné une aire de collecte à l'ouest de Chaumont, qui est représentée par le rond noir sur la carte, au début des années 2000, dans une zone qui est marquée par la progression des grandes cultures et le recul du cheptel laitier. Un autre exemple met en lumière les discriminations territoriales au sein de la zone intermédiaire. Donc, c'est la responsable régionale de l'approvisionnement en lait de Savencia qui considère, et je la cite, que sa zone dans l'Yonne, elle n'a pas d'intérêt et elle souhaite la laisser s'éteindre parce qu'elle n'a pas d'usine là-haut. Donc, comme en Haute-Marne, Lyon, c'est un département qui est très touché par la déprise laitière et par la spécialisation en grande culture, avec plus de la moitié des exploitations qui sont spécialisées en céréales, oléagineux et protéagineux, selon le recensement agricole de 2020. Ces tensions fortes entre maintien de l'élevage et maintien du paysage industriel laitier en zone intermédiaire, elles soulignent une nouvelle fois l'intérêt d'un travail conjoint entre deux maillons des filières. Et ces dynamiques de concentration et le caractère intermédiaire de la zone ont aussi des conséquences sur les stratégies de collecte au niveau du bassin laitier. Et c'est ce que j'ai montré dans mon travail sur les échanges de collecte. Donc les échanges de collecte, ils sont définis comme des transactions de matières premières entre les établissements industriels avec une compensation litre à litre entre les différents groupes. Donc autrement dit, le lait des producteurs est transformé dans une usine qui n'appartient pas au groupe avec lequel ils sont en contrat. Donc ces pratiques existent depuis plusieurs décennies, comme l'indique l'article du Monde publié l'année dernière suite aux perquisitions réalisées aux sièges sociaux des principaux industriels, mais elles n'avaient toutefois jamais été formalisées, et c'est ce que j'ai proposé dans mon travail de thèse et dans l'article que j'ai publié en 2022 dans la revue Territoire en mouvement. Donc, à partir des représentations des échanges de collègues que vous voyez sur la diapo, qui sont inspirées des méthodes chorématiques, j'ai mis en avant les interdépendances qui existent au sein du bassin laitier par des échanges intra-régionaux, mais aussi en dehors du bassin laitier. Donc, pour reprendre l'exemple précédemment cité de Lyon, on observe le schéma des échanges de collecte entre Savencia et Sodial des échanges dans le département de Lyon qui sont compensés dans le périmètre Lorraine-Haute-Marne. Donc, mon interlocutrice chez Savencia, elle considère que elle est, je la cite, hein, dépendante de Sodial et que c'est une faiblesse. Donc, sur ces schémas, les flux sont pas quantifiés, ce qui constitue ou peut constituer une des perspectives d'approfondissement du travail que j'ai mené, mais ils révèlent des circulations de denrées agricoles qui étaient jusqu'ici peu visibles, en particulier dans les approches quantitatives. Et donc, je partage ici l'enjeu commun des approches métaboliques identifiées par Sophie Madel-Rieu et sa co-autrice en 2023, de rendre visibles certaines circulations de flux. Et ça ajoute à la complexité du métabolisme et ça invite à multiplier les méthodes mixtes pour proposer des modélisations au plus proche de la réalité de la circulation de ces flux. Plus largement, ces interdépendances, elles accentuent une inertie des structures déjà importantes par le fonctionnement même de ces industries et soulignent de potentiels freins au déploiement de systèmes plus durables. Elle montre aussi des stratégies spatiales indissociables des combinaisons d'échelle et donc une dépendance des exploitations agricoles à des niveaux qui dépassent largement les périmètres infrarégionaux, que ce soit les régions agricoles, les cantons ou les intercommunalités. Dans la thèse et dans l'article que j'ai publié en 2022, vous pouvez retrouver un prolongement de cette analyse sur les échanges de collecte,
qui concerne le lait blanc, mais aussi les laits différenciés. Et contrairement à ce qu'on peut supposer, les échanges de collecte n'ont pas du tout disparu avec la segmentation des produits laitiers, mais leur maintien a bien été organisé par les industriels. On pourra y revenir en discussion si vous le souhaitez. Donc, je vais conclure cette partie sur les intermédiaires avec donc ce dernier élément sur le maintien de ces échanges de collecte pour les laits différenciés qui m'invite à conclure cette partie par la considération d'un lait perçu comme une commodité agricole. Donc, effectivement, l'analyse que je propose pour les laits différenciés souligne d'abord que les nouveaux cahiers des charges définis en dehors de l'agriculture biologique n'aboutissent pas forcément à une transformation des systèmes de production. Donc, par exemple, les seuils du label lait de pâturage sont inférieurs aux moyennes nationales de jours et de surface pâturée. Mais d'autre part, l'analyse, elle montre que les motivations premières des industriels restent, malgré la mise en valeur de pratiques plus durables, l'optimisation industrielle et la réponse à la demande du marché. Et c'est en ce sens que le lait non OGM a été développé dans la région en Lorraine-Haute-Marne avec un cahier des charges allemand Velog dont vous voyez le logo sur le tank sur la photo de la diapo. Et donc, la citation de mon interlocuteur de l'entreprise Orland, qui est donc une industrie laitière située en Meuse, illustre bien cela puisqu'il parle d'un nouveau type de lait qui n'est pas encore tout à fait défini et dont les critères se travaillent surtout par rapport au marché. Donc, comme j'ai pu le montrer dans cette présentation, les intermédiaires de la collecte et de la transformation du lait, ils sont bien inscrits dans un territoire, donc celui des zones intermédiaires, par leur densité, par leur dynamique ou par l'organisation des échanges de collecte. Néanmoins, leur stratégie spatiale ne valorise pas particulièrement les spécificités agricoles et notamment le maintien de la polyculture élevage qu'ils auraient pourtant intérêt à préserver pour répondre aux demandes sociales de diversification des systèmes, mais aussi compte tenu de la raréfaction de la ressource en lait qui est identifiée depuis maintenant 2 ans. Donc, avant d'envisager quelques perspectives, enfin, je vais conclure et présenter des perspectives au fil de ma conclusion. Donc, d'abord, en revenant brièvement sur la typologie et sa spatialisation, parce que ce travail m'a permis d'envisager les principales transformations de la polyculture élevage, et en particulier, l'approche géographique que j'ai adoptée montre que les résistances de ces systèmes pourraient passer par un changement d'échelle pour penser les complémentarités entre les ateliers au-delà de l'exploitation agricole. Donc le travail que j'ai mené, il s'inscrit dans la continuité des travaux en agronomie et zootechnie et nourrit un front de recherche autour d'une polyculture élevage territoriale développée notamment au sein du RMT SPICY. Il constitue aussi une source d'information actualisée pour les organismes de développement agricole. D'ailleurs, sa compréhension et sa diffusion peut, au-delà de l'échelle régionale que j'ai proposée, passer par des zooms territoriaux ou par des zooms sur des systèmes spécifiques dans des zones, des régions ou sur des types d'exploitation particulières. Donc, dans le cadre du GOS 3, pour relier un peu au webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, ce travail il pourrait nourrir des réflexions autour de la place de l'élevage dans le métabolisme des systèmes agroalimentaires. Et donc ce travail typologique, je vais juste énoncer quelques limites qui me paraissent importantes. Il permet de rendre intelligible une réalité agricole complexe à l'échelle régionale. C'est tout son intérêt, mais ça implique plusieurs limites. La première, c'est que le grand nombre de données qu'implique cette échelle régionale peut masquer des signaux faibles, mais non moins intéressants pour l'avenir des espaces agricoles. Donc on peut par exemple mentionner la réintroduction ponctuelle d'élevage dans les zones de l'ouest de la région que j'ai étudiée, dans des exploitations spécialisées en grande culture ou en viticulture, et ces signaux faibles sont évidemment difficilement visibles dans les données statistiques. Ces signaux, ils nécessiteraient la mise en place d'un protocole d'enquête en exploitation agricole qui serait aussi l'occasion d'interroger les complémentarités réelles entre les ateliers animaux et végétaux. Ensuite, une autre limite qui me semble importante, c'est que les méthodes informatisées de traitement de données statistiques, elles ont le mérite de constituer une archive exhaustive grâce aux scripts pardon, qui contiennent les lignes de code nécessaires à la réalisation des différentes procédures statistiques. Donc la méthode, elle est finalement reproductible à une diversité de territoires et de périmètres
surtout lorsqu'on mobilise le recensement agricole qui est disponible au niveau national. Mais là où la reproductibilité peut être interrogée, c'est par le coût que représente l'accès aux données individuelles que j'ai mobilisées dans ma thèse, avec quasiment 5 000 euros en 2023 pour 3 personnes habilitées à utiliser ces données. Je parle dans le cas de l'unité à laquelle j'appartiens à Mirco. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie barrière à à la reproductibilité et à la diffusion de ces traitements statistiques. Donc, les intermédiaires de la collecte et de la transformation, ils semblent pour l'instant peu considérer les systèmes de polyculture élevage comme des opportunités pour le maintien de la production laitière, alors même que les résultats de la typologie montrent que ce sont plutôt dans ce type de structure que se maintient la production laitière. Plus généralement, la transition agroalimentaire, envisagée par la diversification et par la territorialisation des systèmes, n'apparaît pas comme un objectif central pour les intermédiaires que j'ai interrogés dans mon travail. Donc, en m'intéressant à ces acteurs des filières assez peu étudiés ces dernières années, j'ai participé au renouvellement en cours des objets et des approches des systèmes agroalimentaires. On peut citer entre autres des travaux de jeunes chercheuses publiés en 2022, tels que ceux de Mathilde Cronier sur les SIAM ou la thèse d'Eva Revoiron portant sur la diversification des cultures au niveau des territoires. Dans l'affiliation de ces travaux, j'ai proposé une actualisation des connaissances sur la filière laitière, ses acteurs et ses dynamiques. Et je fais ici le lien avec les travaux qui s'intéressent à la dimension géographique des systèmes agroalimentaires, en mettant au jour la circulation de certaines denrées agricoles et en m'intéressant plus spécifiquement aux interdépendances entre les intermédiaires qui dépassent souvent les périmètres d'action locaux. Donc, il me semblerait judicieux de renforcer ce travail au sein du bassin laitier et de le développer dans d'autres territoires, avec une multiplication des entretiens, parce que mes entretiens se concentrent en plus sur les plus gros opérateurs industriels, et donc il y aurait sans doute un intérêt à approfondir et poursuivre ces enquêtes auprès de structures plus petites. Donc finalement, la thèse que j'ai menée, elle aboutit bien à une mise en tension entre l'amont et l'aval des filières, mais toujours selon une perspective régionale et de filière. Et j'ai par exemple évoqué pendant cet exposé les stratégies de discrimination spatiale par lesquelles les intermédiaires valorisent certains territoires au détriment d'autres et peuvent empêcher le maintien de la production laitière dans les territoires et menacer l'avenir même de la polyculture élevage. Donc, cette mise en tension, elle peut s'incarner pleinement dans le concept de coévolution que j'ai évoqué très brièvement au début de cette présentation et qui constitue une perspective du prolongement de mes travaux. La coévolution, elle suggère de s'interroger sur les conséquences territoriales des interactions entre les deux maillons des filières et il s'agirait donc de multiplier les enquêtes sur les trajectoires des exploitations, les intentions, les perceptions des agriculteurs au regard des stratégies spatiales et de différenciation des intermédiaires de la collecte et de la transformation. Donc l'intérêt d'employer le concept de coévolution, il réside également dans les possibilités de caractériser les rapports de force qui peuvent exister entre les acteurs et de caractériser l'évolution de ces rapports de force qui peuvent conduire à des formes de transition des systèmes, mais en instaurant ou en perpétuant des interactions déséquilibrées entre les acteurs. Et le périmètre de la zone intermédiaire, il pourrait ainsi être interrogé au niveau de la Lorraine-Haute-Marne, mais pourquoi pas plus largement par la diversité ou l'homogénéité des agencements spatiaux, voire socio-spatiaux, selon les types d'interactions et de relations. Et ces agencements peuvent s'appuyer justement sur les déclinaisons des types de coévolution, comme l'ont proposé Nicolas Buclé en 2015 et Sophie Madelrieux et ses co-auteurs en 2017. Merci pour votre attention.